Bon, la narration, j'espère qu'elle va être meilleure que la dernière fois. Je pense que je vais m'améliorer. T'inquiète, Mark Landers, j'ai déjà l'histoire. Donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est vraiment très mystérieuse. En fait, ça va frôler même la science-fiction et la science-fiction. Vraiment, c'est plus ou moins un film. Mais le truc, c'est que d'après celui qui la raconte, c'est une histoire qui lui est arrivée à lui-même. C'est une histoire vraie. Bon, bien sûr, une histoire véridique de la part de celui qui la raconte. Alors, c'est fait sous forme, ça va être scénarisé et raconté sous forme de roman. Comme si c'était un roman. Donc, je vais baisser un peu le son. Donc, restez concentrés. Écoutez bien. Je vais même baisser encore plus la musique. Voilà, comme ça on m'entend bien. Donc, la personne qui raconte cette histoire dit qu'elle l'a vécu. Un roumain. Chivalier, espèce d'enfoiré. Tag life. Un roman. Un roman. Diego Mulmar. Bon, non, sérieux. Il faut rester concentré. Essayez de rester concentré. Donc, la personne qui raconte cette histoire, d'après lui, ça lui est arrivé à lui. D'après lui, ça lui est arrivé à lui. Et cette histoire est vraie. Libre à vous de le croire ou de ne pas le croire. À cette époque, ce jeune homme, enfin c'était un jeune homme, maintenant il est plus, c'est un adulte, enfin, c'était un jeune homme de 17 ans. Et il raconte lui-même, donc je vais vous faire la narration. J'avais 17 ans et nous sommes partis en vacances au Maroc en 1990, dans la région d'Imouzer Kandar, près de Fès au Maroc. Fès au Maroc. Bon, c'était un voyage en famille et il racontait, il dit moi, mon petit frère ainsi que ma petite sœur et mes parents. Ces vacances ont duré 10 jours. Nous logions dans une petite maison proche des montagnes. J'étais passionné par la nature, j'avais des jumelles et chaque jour, je faisais des sorties sans la permission de mes parents pour aller découvrir les montagnes environnantes. Il y avait une montagne pas loin qui me fascinait beaucoup. Il y avait comme une petite forêt à la base de la montagne. J'y suis allé plusieurs fois mais sans jamais monter très haut. Donc c'était un jeune qui aimait bien se balader, qui, qui était très curieux. Un jour, j'ai décidé d'aller plus loin et de monter jusqu'au sommet afin de contempler le paysage. Mais arrivé à mi-chemin sur un plateau, je découvre une crevasse, comme une grotte, enfouie dans l'entrée, comme une grotte enfouie dont l'entrée était impraticable, vu qu'il y avait un vide et que des cordes et du matériel étaient indispensables pour y descendre. Mais il se faisait tard et j'avais décidé de rentrer. Donc ça, c'est la première fois où il a visité la grotte. Enfin, il s'est approché de la grotte. Bon, c'était vraiment une grotte où on ne pouvait pas s'approcher, sinon risque de mort. Risque de mort imminente. Donc la première fois où il est allé, il a rebroussé chemin, il est rentré à la maison. Le lendemain, je suis remonté une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, avec la volonté de me rendre jusqu'au sommet. J'ai suivi le même chemin que la veille, passant sur le plateau où se trouvait la grotte. Alors que je m'en approchais, j'aperçois ce que j'ai identifié comme un groupe d'enfants, une dizaine d'enfants. Donc en fait, le lendemain, il s'approche de la grotte et de loin, il voit de loin. Il voit, il prend le même chemin qu'il avait pris la veille et il voit quoi? Il voit une dizaine d'enfants. Un groupe d'une dizaine d'enfants. Ils étaient sur le plateau, regroupés en un cercle et semblant occupés à examiner quelque chose au sol. Ils semblaient muets et froids à la fois. Ils m'ont vu venir et se sont aussitôt dispersés. À première vue, ils étaient très bien habillés et même trop bien habillés. Aucun rapport avec les personnes habitant la région. Des paysans pour la plupart, j'ai trouvé ça bizarre. Ils n'avaient aucun sac, ni bouteille d'eau, ce qui n'est pas non plus dans les habitudes ici. Vu le climat très chaud et les risques liés à la montagne,
surtout en été. Donc c'est souvent... c'est le genre de situation qui arrive souvent dans les histoires qu'on raconte. C'est que... en fait, c'est des situations absurdes, en fait, des situations pas possibles. C'est-à-dire que là, l'endroit où il était, c'était la montagne, il faisait chaud, c'était l'été, il y avait une grotte, et une dizaine d'enfants très bien habillés, limite des scouts. Donc c'était louche. Ces enfants m'ont semblé très mystérieux. Ils étaient beaux, calmes, même trop calmes pour leur âge. Cela donnait une impression de surnaturel. Pourtant, pas d'engin pour les transporter aux environs. Comment sont-ils venus jusqu'ici? Sans adultes, sans accompagnateur. Donc là, l'intrigue elle commence en fait. Bon, il faut bien capter que la personne qui raconte, il se trappe. La personne qui raconte ça, elle raconte un fait qui s'est réalisé, c'est-à-dire qu'elle le raconte d'une façon où ça lui est arrivé. En observant ce groupe, tout d'abord, j'ai eu peur pour eux. Peur qu'il leur arrive quelque chose, qu'ils tombent dans la grotte ou au milieu de nulle part et tout près d'une grotte d'au moins 15 mètres de profondeur, voire plus. J'étais encore loin d'eux, mais je m'avançais et les interpellais tout de même en leur posant la question toute bête. Une question toute bête. Donc ils s'approchent petit à petit de la grotte et des enfants. Et là, de loin, il leur dit, et ils l'entendent, ils savent qu'il est là. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là et d'où venez-vous? L'un de ces gamins et un seul m'a, l'un de ces gamins et un seul m'a répondu. Donc il y en a un seul qui lui a répondu, avant même que je finisse ma phrase, comme s'il lisait dans mon inconscient et d'une voix normale qui ne m'a pas choqué. Donc direct il lui dit, on vient de pas loin. Rien de plus, rien de plus, pas d'autres détails. Aussitôt qu'il a prononcé ces mots, les autres enfants se sont dispersés aux abords du gouffre. J'aperçois alors une petite fille avec eux. Ce qui est à nouveau n'est pas dans les habitudes d'un autre pays et qui plus est à la campagne où les filles restent à la maison, qui semblait voir descendre dans le gouffre. En fait, il était encore plus étonné de voir une fille parmi eux, parce que dans cette campagne, dans ce genre de campagne, Vled, c'est pas des choses qui arrivent. Souvent, les filles sont entre eux et les garçons ils sont entre eux. Ils jouent entre eux, ils sont séparés. C'est très rare que tu les trouves en train de jouer ensemble. Donc là, c'était encore plus intriguant et il a commencé. Ce qu'il m'a pas. C'est pas dans les habitudes. Il restait à la maison. Il semblait vouloir descendre dans le gouffre. Instinctivement, j'ai alors lancé. Instinctivement, il a dit la chose suivante. Mais où voulez-vous aller? C'est dangereux ici. Vous voulez vous jeter dans le gouffre? C'est lui qui m'a répondu au début me dira alors. Nous sommes venus ici pour enlever ces choses. Et me le montrant du doigt. Il lui montre quelque chose par terre. Il me montrait ce qui était comme des cordes fixées sur la paroi opposée du gouffre. Mais pour moi, il leur était impossible de décrocher ces fils. Il faudrait voler ou être en lévitation pour le faire. En fait, il y avait des cordes au milieu de la grotte. Enfin, c'était impossible qu'ils enlèvent ça. Des gamins, ils peuvent pas enlever ça. Donc en fait, c'était impossible que des gamins ils puissent faire ça. Donc là, comment des enfants auraient-ils été, pourraient-ils, auraient été en mesure de faire cela sans aide, sans matériel? C'est alors qu'il me dit, ne t'inquiète pas et viens, on va jouer un peu. Je vais te défier et je suis sûr que je vais gagner. J'ai souri et je lui ai dit, vas-y, montre-moi. C'est alors que l'enfant se déplace assez loin du... Ouais, là c'est mystérieux. C'est là, alors que l'enfant se déplace assez loin du gouffre, je le suis, tout en me situant à une bonne distance de lui. Il prend un caillou, il ramasse un caillou par terre, assez lourd, un gros caillou, et le lance en l'air. Il le lance en l'air. C'était tout à fait stupéfiant. Le caillou volait comme un éclair sans pratiquement que je sois en mesure de le suivre des yeux. À une vitesse folle, vertigineuse, on aurait dit que le caillou brûlait dans l'air tout en émettant un son très sourd. Donc là, il était complètement choqué. Là, c'est la panique totale. Là, il prend le caillou, il le jette, mais d'une force surhumaine. Comment un gamin a pu faire une telle chose? Devant mon incapacité à faire mieux que lui,
Il me sourit et il ajoute, tu n'arriveras jamais à faire ce que je peux faire. Là, c'est la panique. Est-ce vraiment un gamin? Est-ce vraiment un humain? Je ne sais guère. Et là, je ne réponds pas. Je me retourne et je regarde vers les autres enfants, qui attendaient, les yeux dirigés dans ma direction et qui ne parlaient pas. J'ai remarqué qu'ils avaient tous quelque chose en commun. Ils avaient tous exactement la même taille. J'ai trouvé ça surprenant. Le gamin m'a alors demandé d'une façon qui ne m'a pas paru étrange où je comptais aller et pourquoi je suis monté jusqu'ici. Je lui ai répondu que je voulais seulement monter jusqu'au sommet de la montagne, pour profiter du paysage. Il restait un moment pour observer le coucher du soleil et prendre des photos. Il a poursuivi en me disant si tu veux, tu peux venir avec nous. Viens, viens, viens avec nous. Sur le coup, je n'ai pas saisi le sens de cette demande, car dans ma tête, il n'y avait nulle part où aller, ni même ailleurs. Je n'ai pas pris attention à ça. En fait, quand il lui a dit viens avec nous, là il s'est dit mais il y a nulle part où aller. Donc en fait, il a pas vraiment réfléchi. J'ai dit tout simplement, il a répondu tout simplement, je dois poursuivre mon chemin pour ne pas rentrer tard. Parce qu'en fait, c'était tard. Merci et besselama. Au revoir. Salam alaikum. Donc en fait, il n'a pas réagi à ce qu'il lui a demandé. En fait, il aurait pu, parce que s'il aurait réfléchi, il l'aurait peut-être suivi. Mais là, il s'est dit, ouais, c'est l'heure, c'est tard, bah, je vais rentrer au DAB. Et là, il raconte, choqué par ce que venait de faire ce gamin, le caillou là, je ne comprenais toujours pas. Je leur ai alors dit en partant, à nouveau de faire attention. J'aurais dit, faites attention au gouffre. J'ai remarqué tout à coup à cet endroit un feu qui était apparu là où ils étaient. C'était un feu à même le sol. C'est là où en fait ils cherchaient au milieu de... Enfin eux ils se sont éparpillés. Et là ils voient qu'il y avait un feu qui brûlait. Sans bois en dessous pour l'entretenir. Comment un feu non sécurisé et sans bois pouvait ne pas se propager sur plus de surface aux alentours? Et surtout pour quelle raison faire un feu en plein après-midi d'été? Je trouvais ça très étrange. J'ai fait mine de rien, j'ai commencé à avoir peur, mais j'ai continué à avancer à une allure normale, pour ne pas faire éveiller de soupçons à ses enfants. En fait là il a commencé vraiment à paniquer. Truc 10, d'enfoiré, tu casses le délire. Et là en fait il commence vraiment à paniquer, mais il se dit ouais je vais pas aller en courant parce que sinon ça va être la panique. Et sinon s'il faut je sais pas ce qui va se passer, ils vont me poursuivre ou j'en sais rien. Donc là il est indécis mais il marche tranquillement. J'ai trouvé ça très étrange. Quelques secondes plus tard, 10 tout au plus, j'avais entendu des cris extrêmement puissants. En fait il a entendu des cris d'enfants. J'ai dû me boucher les oreilles pour calmer la douleur. Ce n'était pas des cris d'enfants, mais ce fut très bref, ça a duré 5-6 secondes. C'était pas des cris d'enfants mais des cris stridents. Je me retourne pour voir ce que c'était. Et où étaient ces enfants? Je regarde intensément, je cherche en direction de l'endroit où je les avais laissés. Puis je vérifie en me déplaçant. Si je les apercevais, mais plus personne. En me déplaçant, si je les apercevais, mais plus personne. Plus rien. Ce groupe d'enfants avait disparu comme s'ils s'étaient volatilisés. Et surtout, le feu à leur côté avait aussi disparu. Ouais, ils essayaient de passer le col de Caradras. Attention au col de Caradras, la chambre. Non mais écoutez, parce que l'intrigue elle est à son paroxysme. Donc là il se retourne et tout, il les voit pas, Yawelou. L'horizon est relativement bien dégagé sur cette partie de la montagne. J'aurais dû les voir. Il semble impossible, vu les moyens dont ils disposaient, de descendre dans la grotte. Donc c'est impossible, ils n'ont pas pu sauter dans la grotte, ils ont disparu. Et encore moins en si peu de temps. De disparaître de mon champ de vision, je n'explique toujours pas ça aujourd'hui. Donc la personne elle raconte. C'est quelques années plus tard. J'avais décidé de continuer toutefois mon chemin. Inconscient que je suis, même après ces événements bizarres, après une heure de marche, j'avais tout à coup senti comme l'impression que quelqu'un ou quelque chose me suivait. Une présence qui m'accompagnait. J'avais beau regarder partout plusieurs fois, rien. À part le bruit des oiseaux et du vent, il n'y avait rien. Donc là c'est vraiment l'angoisse et la panique. Hein.
Une fois en haut, je suis resté plusieurs heures pour profiter du paysage. Prendre des photos, prendre des photos. Et à un moment, il s'est allongé sur le sol, puis, pris de fatigue, je m'étais endormi. Je m'étais réveillé du coup en pleine nuit. Il devait être aux alentours de 23 heures. Waouh, c'est... Là, en fait, il s'assoupit, en fait, il se met tranquille, il se couche, il s'assoupit, en fait, il s'endort. Et là, il est 23 heures du soir, enfin 23 heures. Et là, il se réveille. Et là, c'est chaud parce que là, il fait nuit noire. Il est 23 heures. Et il est tout seul dans une sorte de plaine au pied de la montagne. La température avait dû prendre 40 degrés en quelques secondes. Il faisait très très chaud. Et d'un coup, des cris stridents, très aigus et très très puissants. Les mêmes que j'avais entendus quelques heures auparavant, après avoir rencontré ces groupes d'enfants, se faisaient entendre. C'est le même cri strident. J'en avais même mal à la tête. Pris d'angoisse, je me suis précipité en courant pour redescendre et rentrer à la maison. J'ai dû courir à toute allure pendant 20 minutes, sans m'arrêter. Au fur et à mesure que je courais et redescendais, il faisait de plus en plus chaud, et les cris étaient de plus en plus nombreux et puissants. Mon cœur battait très très fort, vite et fort. Je courais, les mains sur les oreilles, pour essayer de calmer la douleur des cris. Je n'ai jamais eu autant peur de toute ma vie. D'un coup, la température était redevenue d'un coup normale. Et les cris s'étaient arrêtés, je ne sais pour quelle raison. Une fois chez moi, je n'avais pas réalisé, je pense, ce que je venais de vivre. Je n'avais pas réussi à dormir cette nuit-là. Le matin même, donc là la nuit est passée, le matin même, j'avais raconté tout ça à mon petit frère de 14 ans. L'envie, la curiosité de retourner là-bas étant plus forte que la peur, nous voulions faire les thugs. Nous voulions faire les thugs. Ils sont pris pour des thugs. Là, je lis le texte, hein. Je lis l'histoire. Et là, il dit bien clairement, il dit, nous voulions faire les thugs. Nous avons donc désobéi à notre père qui nous avait interdit de monter sur cette montagne et nous sommes partis un après-midi, 2 jours après, en direction du sommet de la montagne. Une fois arrivé près du gouffre de la grotte, là où j'avais rencontré ces bandes de gamins, il n'y avait pas de traces de brûlure sur le sol où j'avais vu le feu que ces enfants avaient fait. Rien du tout. Mon frère a d'un coup été envahi par la peur. Il m'a demandé de redescendre, immédiatement. Il n'y avait pourtant personne. En nous retournant, les gamins que j'avais aperçus l'autre jour étaient apparus. À un moment, il se retourne, il les voit tous. Les 10 gamins, ils sont tous à côté. Ils ne disaient rien, ils parlaient pas. Personne ne parlait. Ils étaient debout devant eux. Ils les regardaient. Ils étaient là à nous regarder en souriant bêtement. Ils les regardaient avec un sourire bête. Ils étaient tous là, les 10, une dizaine. Du coup, la même chaleur qui m'avait réveillé l'autre jour lorsque j'étais en haut de la montagne s'était fait ressentir. Les mêmes cris se sont fait également entendre. Et les enfants qui nous fixaient se sont brusquement mis à courir et se précipiter pour se jeter dans la grotte, dans le gouffre. Ils ont commencé à courir comme ça, comme des animaux sauvages, et vers la grotte, dans le gouffre. Nous nous sommes précipités à ce moment-là, moi et mon petit frère, pour rentrer expliquer ce qui s'est passé à nos parents pour quitter au plus vite ce village. À la suite de cette expérience, c'est seulement 12 années plus tard que je suis revenu dans ce village, qui était pratiquement inhabité. Cette maison proche de la fameuse montagne où nous passions nos vacances était toujours là. Un assez vieil homme, qui devait avoir dans les 70 ans, vivait toujours là, et m'a expliqué suite à la question que je lui ai posée sur cette montagne, s'il avait vu des choses étranges. Il m'a répondu il m'a répondu que cette montagne était hantée, cette demeure elle était hantée, disait-il. Il ne faut pas y aller, surtout pas. Cet homme qui nous a raconté que les enfants que j'avais aperçus 12 ans auparavant, il les connaissait très bien. C'était des amis à lui, des amis de son enfance lorsqu'ils avaient à peine 10-12 ans. Il m'a expliqué qu'ils sont morts. Quelqu'un les avait tués et jetés dans le gouffre. Voilà l'histoire en fait. Pierrot. Écoutez jusqu'à la fin. C'est une histoire.
C'est comme lire un livre, les gars. C'est ça que vous faites rien, vous faites qu'écouter. Il m'a expliqué qu'ils sont morts. Quelqu'un les avait tués et jetés dans le gouffre sans aucune raison. Ces enfants avaient disparu du jour au lendemain. Ce n'est que des années plus tard que leurs corps ont été retrouvés. On ne sait pas qui les a tués, ni pourquoi, mais depuis ce moment-là, des choses inexplicables se produisent là-bas. Plusieurs personnes disent avoir aperçu des lumières qui apparaissent et disparaissent sans raison, et en pleine nuit, et qu'on peut les distinguer à travers la forêt. Les touristes, quant à eux, disent avoir entendu des rires d'enfants près d'un gouffre. D'autres, alors, en plein hiver, disaient avoir ressenti une très forte chaleur en se promenant sur cette montagne. Il se serait cru en plein désert tellement il fait chaud. Ce sont ces mêmes événements dont le vieil homme avait lui-même été plusieurs fois confronté en s'aventurant sur cette montagne, disait-il. C'est donc ces enfants qui ont été tués que j'avais aperçus ces jours-là, en été 1990. J'ai même pu parler avec l'un d'entre eux. Là, en fait, il se remémore, il se dit que cet été 90, non seulement il les a approchés, mais en plus il a parlé avec l'un d'entre eux. Mais le pire dans tout ça, c'est que si vous vous rappelez bien, le début de l'histoire, à un moment, c'est donc ces enfants qui ont été tués que j'avais aperçus. Depuis ce jour, je n'arrête pas de penser à ce que ce garçon, ce fantôme en fait, ce revenant, m'avait dit. Si tu veux, tu peux venir avec nous. Viens, viens avec nous. Que m'aurait-il arrivé, que me serait-il arrivé si je les avais suivis ce jour-là? Thug Life. Voilà. C'était l'histoire du soir, bonsoir. Voilà, duré longtemps, c'est une longue histoire, mais c'était limite un long roman. Si vous avez kiffé, vous avez kiffé. Si vous n'avez pas kiffé Thug Life, enfin, si vous avez kiffé, ben, je vais pas être vulgaire, mais Thug Life. Si vous avez kiffé Thug Life. Et moi j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé cette histoire. En fait, ça t'emporte, en fait, c'est une espèce de Thug Life. Il y a une trame de fond qui est plus ou moins surnaturelle. C'est une histoire intéressante. Ah, c'est le mec, Pyro. Bon, ben j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, Thug Life est. C'est vrai qu'on peut pas mettre de like là. Faites des likes, comme ça. Faites des émoticônes de like. Ah ben Kazé, il a bien kiffé, c'est cool. Donc je remercie la personne qui m'aide dans mon travail de l'histoire du soir bonsoir, qui est le seul, l'unique, le vrai Mark Landers. Merci à Mark Landers parce qu'il m'aide à trouver des histoires. Et pour faire pour animer un peu ces moments d'histoire. Donc Mark Landers, n'hésite pas, envoie, trouve des histoires. Et moi, je m'occupe de les raconter. Et plus elles sont spéciales, plus elles sont mystérieuses et plus elles sont angoissantes, et plus ça déchire. Voilà, je vous dis bonne nuit à tous. Je vous remercie d'avoir suivi le stream. Thug Life, nigga, what's up? You don't look for me, lost in the war one night 6 times. Me and my girlfriend doing it for we bois. N'essayez même pas de comprendre. Welou, ça veut rien dire du tout ce que je viens de dire. C'est juste un proverbe d'un thug.